Moi, je suis Dominique Boisson. Je suis géologue, professeur de géologie à la Faculté des sciences et coordonnateur de l'unité de recherche en géosciences de la Faculté des sciences. Je suis accompagné par deux membres de l'IOGEO qui sont le professeur Steve Simit, qui est sismologue, et le professeur Nudescal Saint-Fleur, qui est lui-même géomorphologue. Et comme l'a dit le professeur Jadot, nous avons avec nous le professeur Eric Calais. Alors, le professeur Eric Calais est avec nous ici parce que cette unité de recherche en géosciences est aujourd'hui associée à un partenaire français, l'Université de Nice, et pour piloter un laboratoire mixte international, CARIBACT. Ce laboratoire mixte international est très récent, il vient d'être mis sur pied. En fait, c'est l'aboutissement, une étape dans la croissance de l'IOGEO. Alors, pourquoi l'IOGEO? Quand on a eu ce séisme du 12 janvier 2010, la réponse universitaire en Haïti était quasi absente. Il n'y avait pas de capacité directe, organisée de réponse. Et heureusement, il y avait eu la possibilité d'avoir des collègues étrangers qui avaient pu rentrer dans le pays et faire les mesures scientifiques indispensables lorsque vous avez un séisme de cette dimension. Si vous attendez trop, après, la réponse n'est plus la même. Pour avoir les données scientifiques, après un séisme, il faut être en mesure d'aller les chercher quasi immédiatement. Cette expérience malheureuse de 12 janvier a porté la Faculté des sciences à mettre en place une structure de recherche qui s'occupe des géosciences. Alors, pas seulement de ce qui concerne les séismes, mais nous nous occupons aussi de tout ce qui est de la géotechnique, c'est-à-dire les glissements de terrain et autres, et tous les aléas climatiques. Donc, quand il s'agit de l'hydrologie, de l'hydrogéologie ou des aspects liés au cyclone, nous essayons d'être présents dans ce qui nous revient, c'est-à-dire la recherche scientifique. Donc, cette recherche scientifique a pu se mettre en place parce que des jeunes professionnels haïtiens se sont lancés résolument dans cette aventure d'aller vers la science, et ils sont revenus après au pays. C'est pas que quand les gens partent, ils ne reviennent pas. Nous avons une équipe de gens qui ont été formés au plus haut niveau, qui sont de retour et qui ont servi de masse critique, qui ont permis non seulement d'avoir une équipe de recherche, mais également de créer un master qui permet de former des jeunes. Et vous allez le comprendre tout à l'heure, ces jeunes, tant les chercheurs que les étudiants, ont été en première ligne de la réponse qui a été donnée, bien sûr avec l'appui d'autres scientifiques qui à distance ont pu contribuer, mais la réponse sur le terrain est une réponse purement de l'université haïtienne, de la Faculté des sciences, et nous pensons que c'est entre ces deux événements qui ont 10 ans d'intervalle, à peu près 10-11 ans, il y a un changement extrêmement important dans la présence scientifique haïtienne. Et nous pensons qu'il était utile de bien le faire ressortir, parce qu'on a tendance très souvent à voir les aspects négatifs, ce qui ne se fait pas, sans réaliser que dans l'ombre, il y a beaucoup d'actions qui sont faites et qui permettent aujourd'hui d'avoir des réponses dont nous pouvons être fiers. Nous disposions pendant la première semaine de 2 récepteurs, de 2 capteurs sismologiques professionnels et 6 autres capteurs moins professionnels. Et nous étions très rapidement allés sur le terrain le lundi 16. Le professeur Sadraque Saint-Fleur, qui n'est pas avec nous ici, et moi, votre serviteur. Et nous avons été dans le Grand Sud où nous avons installé des capteurs professionnels. Le premier, nous l'avons installé au presbytère de Baradère, et le second, nous l'avons installé au presbytère de l'Asile. Donc, dans la plupart des cas, nous privilégions les presbytères pour installer nos appareils, parce que ce sont des appareils qui coûtent cher, donc nous ne pouvons pas les laisser n'importe où ils sont
on peut pas prendre le risque que ces appareils-là soient volés ou bien vandalisés. Donc, pendant la première semaine, nous avons installé 2 appareils et parmi ces 4 appareils, donc parmi ces 4 appareils, il y en a 2 qui sont des RS, des Raspberry Pi. Ces appareils-là sont connectés à Internet, donc ils permettent de faire un travail qui est très important, qui est la localisation des répliques qui sont attendues tout juste après un séisme majeur. Donc, puisqu'ils sont connectés à Internet, eh bien, c'est les données que collectent ces 2 appareils-là sont acheminées via Internet directement à nos bases de données. Donc, dans ce cas-là, les chercheurs qui sont au laboratoire, ils peuvent travailler avec ces données-là pour localiser, c'est-à-dire déterminer la position où chacun de ces petits répliques que les gens ont ressenti, il y en a qui ne l'ont pas ressenti dans la zone de l'épicentre du grand choc, eh bien, on a pu faire ça. Ensuite, au cours de la seconde semaine, on a reçu 10 autres capteurs de type nanométrique, encore des capteurs professionnels, venant d'un projet d'un ancien de la faculté des sciences, Roby Dewey, qui n'est pas là avec nous, mais lui, il est à l'université Riverside en Californie. Donc, il est rentré très rapidement pour nous aider à configurer ces appareils. Et le professeur Sadriak et moi, nous avons été dans le Grand Sud pour installer 10 de ces appareils. Nous avons aussi collaboré avec le Bureau des mines pour faire des mesures GPS dans la zone. On a sur tout le territoire un ensemble de benchmarks qu'on mesure de façon plus ou moins régulière à l'aide de la technologie GPS. Eh bien, l'équipe du Bureau des mines, sous notre guide, a été sur le terrain pour remesurer ces points. Pourquoi remesurer ces points? Eh bien, une fois qu'il y a eu un séisme majeur, eh bien, il y a des déplacements qui se sont mis en place dans la croûte terrestre. Ces informations-là sont très importantes pour pouvoir étudier la faille qui a produit ce séisme. Donc, dans ce sens-là, l'équipe du Bureau des mines a été avec nous pour mesurer au moins 26 points géodésiques qui existaient déjà dans la zone. Ensuite, il est là, il pourra nous en parler un peu plus. Donc, l'équipe du Bureau des mines, pour travailler, ils avaient 5 jeux d'équipement GPS. Donc, pour cela, il fallait qu'ils aillent et mesurer 5 points à la fois. Ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus, ils ne pouvaient que mesurer seulement 5 points à la fois. Et pour mesurer un point géodésique, il faut stationner dessus au moins en 3 à 4 jours. Donc, pour faire un résumé, pendant les 2 premières semaines, nous avons installé 14 capteurs sismologiques dans la zone et nous avons pu remesurer 26 points géodésiques pour la plupart. Je pense que ensuite, en collaboration avec nos partenaires internationaux, on a pu utiliser les données venant des Raspberry et d'autres informations qu'on a pu collecter aussi. Eh bien, on a pu utiliser ces informations-là pour produire de la connaissance. Donc, il y a des résultats préliminaires qui vont être soumis à un journal scientifique. Donc, je pense que le professeur Calais va pouvoir donner beaucoup plus de détails là-dessus. Mais il y a des résultats qui vont venir par rapport à ces travaux de recherche qui sont en cours et que nous allons continuer à faire pendant les mois à venir. Dans ce qui nous concerne directement ici, le domaine des géosciences, on sait qu'on vit sur une île où la menace sismique est permanente. Il faut l'étudier, il faut la comprendre de manière à pouvoir, face à cette menace, proposer des solutions, par exemple, en termes de construction, en termes d'aménagement du territoire. Et tout ça doit se faire à partir d'un savoir-faire local, ici en Haïti, et un savoir-faire local dans le cadre d'activités de recherche, où il y a une plus-value
qui est réalisé en termes d'acquisition de connaissances nouvelles ici dans le domaine des géosciences. En 2010, effectivement, comme il a été mentionné tout à l'heure, l'état des lieux de la recherche dans le domaine des géosciences était extrêmement limité. Et c'est un plaisir de voir que depuis cet événement, des progrès ont été faits. On a ici avec nous le professeur Simit, on a le professeur Saint-Fleur, il y en a d'autres dans cette équipe de recherche qui ne sont pas autour de la table aujourd'hui, qui ont été formés, qui sont revenus, comme disait le professeur Boisson, et qui maintenant fabriquent cette connaissance nouvelle en Haïti. Ce sont des jeunes et moins jeunes haïtiens qui fabriquent cette connaissance nouvelle sur les tremblements de terre. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre ce cheminement positif qui a eu lieu sur ces 10 années. Et il faut aussi comprendre que c'est un cheminement qui se place dans la durée, c'est-à-dire que ce n'est pas avec 3 mois, 1 mois, 6 mois de temps que l'on forme des chercheurs au plus haut niveau comme ceux qui sont avec nous aujourd'hui. C'est sur plusieurs années et c'est un effort qu'il faut continuer à faire sur le long terme pour qu'il y ait vraiment une durabilité de ce savoir local ici en Haïti, et un savoir qui doit évidemment être hébergé dans les universités, notamment ici à la Faculté des sciences. Alors, mes collègues ont bien résumé les activités de terrain qui se sont déroulées un petit peu en parallèle et en collaboration très étroite d'ailleurs avec des activités qui étaient réalisées par des partenaires étrangers, notamment en France, dans le laboratoire GeoAzur de l'Université de Nice, qui est partenaire de l'URGO dans le cadre de ce laboratoire mixte international qui a été créé en Haïti avec le soutien de l'Institut de recherche pour le développement, dont parlait le professeur Boisson tout à l'heure. Et on a finalement réussi à comprendre les premiers éléments, on va dire, généraux de ce séisme. Je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques, mais le premier élément, c'est qu'il s'agit d'un séisme qui est de magnitude 7,2, ce qui veut dire, par rapport au tremblement de terre de 2010, qu'il est 40% plus fort. Pas 40 fois plus fort, 40% plus fort, ce qui est très significatif. Les dégâts sont très importants. Le séisme, l'épicentre, comme vous le savez, est dans une zone rurale, à densité de population relativement faible, et c'est cela qui explique que les dégâts soient bien moindres que ce qui a eu lieu en 2010, même si l'énergie libérée par le tremblement de terre, cette fois-ci, était plus forte. On sait aussi que c'est un tremblement de terre qui a cassé sur une longueur qui a cassé la faille dont parlait le professeur Saint-Fleur sur une longueur d'environ 50 km entre l'asile et le pic Macaya. En 2010, la faille qui a rompu avait une longueur de 30 km, plus petite, parce que le séisme était moins fort. Cette faille, elle fait 300 km de long. Si on la prend depuis, disons, Tiburon jusqu'à ici, Port-au-Prince, Pétionville, et jusqu'à la frontière avec la République dominicaine. 300 km de long, et sur ces 300 km, il y en a 30 qui ont rompu en 2010, 50 qui ont rompu en août dernier. Donc ça fait qu'il reste il reste plus de 200 km de failles qui sont sous tension, sous pression géologique, si vous voulez, et qui peuvent rompre à tout moment par morceaux ou par segments. Pourquoi je mentionne ça? Parce qu'il ne faut pas imaginer que les tremblements de terre, ça arrive une fois et après c'est fini. On est ici dans une situation qui est un peu inquiétante en quelque sorte. 2010, 11 ans après, un autre tremblement de terre, une faille qui, dans l'essentiel de sa longueur, n'a pas rompu depuis au moins les séismes importants du XVIIIe siècle, 1701, 1751, 1770. Donc il faut vraiment prendre conscience que cette menace, elle est là pour durer. Et elle est là, proche de nous.
Ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir peur, ça veut dire qu'il faut l'étudier. C'est encore une fois insister sur la recherche qui est faite ici à l'URGO, à la Faculté des sciences sur ce séisme. Et puis il faut aussi évidemment mettre face à cette connaissance des tremblements de terre en Haïti, il faut mettre en place des mesures de protection des biens et des populations, notamment au travers de la construction, du renforcement de certains bâtiments. Ce sont des évidences, mais il faut quand même les rappeler. Donc il y a, en résumé, deux choses qui sont importantes à garder en tête, à mon avis. D'une part, cette recherche sur les tremblements de terre, sur les géosciences en général, qui a lieu en Haïti, qui permet d'améliorer notre connaissance de ce processus, et les progrès ont été vraiment très importants depuis 2010. Et là, le deuxième élément, c'est que malheureusement, l'histoire des tremblements de terre ne se termine pas avec 2021, comme elle ne s'était pas terminée avec 2010. Donc il faut continuer à travailler sur ces tremblements de terre, les comprendre, et puis mettre face à cette menace des mesures sérieuses de protection. Cela demande des efforts à tous les niveaux, y compris au niveau politique, pour que l'ensemble des acteurs qui doivent se sentir concernés par cette menace la prennent en compte dans leurs opérations.